On a eu quelques écueils liés à ça. On a été convoqué à la gendarmerie, etc. Parce qu'on a fait des choses qui étaient pas vis-à-vis des locataires. Enfin, je veux dire, pour être très, très, très clair, quand il y a un locataire qui paye pas et qui vous répond pas, à un moment donné, vous devenez fou. Donc vous essayez de trouver des solutions. Là, au moment pile où on fait cette vidéo, puisque la signature commence à 14h, ils m'ont dit est-ce que vous serez joignable? J'ai dit maintenant, je serai en podcast avec toi. Mais du coup, Tu veux qu'on réponde en direct? le notaire, tu l'achètes parce que tu veux prévoir ta retraite, vu que tu t'es dit putain, je me suis fait baiser par le système pendant toute ma vie, je vais peut-être essayer de faire un truc pas trop mal. Donc je venais de revendre cette maison, donc on a fait 83 000 € de marge sur cette maison, marge brute. Donc moi, j'avais gagné de l'argent, et donc je m'étais dit la construction de la maison de Surzur, ça a été assez simple en réalité, ça a juste été long. Je me suis dit bon si ça marche une fois, je vais juste le faire sur plus de terrain. Je vais le dupliquer. Et donc ça c'est la théorie. Et puis après il y a la pratique. Moi je pense qu'il faut aller chercher le plus gros différé possible, mais accepter de se dire que si tu dois enchaîner les opérations et que la banque te demande de le déclencher, dans ce cas-là déclencher le crédit. Donc vous avez 1 000 € par mois qui tombent tous les mois pendant 3 ans minimum, sans avoir d'imposition dessus. Je dormais dehors, il y avait de la pluie sous une tente, c'était un enfer. Je me souviens, c'était le bivouac. J'allais à pied entre le temple bouddhiste où je dormais, parce que j'étais allé dans un temple bouddhiste pour faire le bénévole, pour m'améliorer en anglais, et le centre de la ville pour trouver un taf. Mais il y avait... Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Résilience. J'espère que vous êtes en pleine forme. Ce sont les débuts du podcast, donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Et puis vous avez en dessous le lien de toutes les plateformes d'écoute, parce que ce n'est pas que sur YouTube, mais à la fois sur Spotify, Apple Podcast, où vous pouvez retrouver les différents épisodes et écouter tout ça à tête reposée, puisque aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir et d'inviter Amaury Tardier. Donc on va parler immobilier, on va parler entrepreneuriat également. Amaury, est-ce que tu vas bien? Ben ouais, ça va, ça me fait plaisir d'être avec toi. Mais tu sais que t'aimes bien, donc... Amaury, pour les personnes qui sont déjà là sur la chaîne depuis un moment ou sur les réseaux sociaux, ça fait déjà un petit moment que vous le voyez. On avait fait une première vidéo sur une de tes opérations en construction. Et justement, on l'a regardé tout à l'heure, parce qu'on a déjeuné ensemble. Il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans. Donc ça remonte. Et donc là, ça me fait plaisir de pouvoir t'inviter ici, en plus dans un magnifique décor. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. C'était bien à l'époque, hein, à Surzur, c'était une bonne vidéo, c'était marrant, je me souviens. Ouais, et puis surtout, on était sur le terrain, c'est le cas de le dire. Ouais. On était sur cette opération-là. On est peut-être un peu moins sur le terrain aujourd'hui, tu vois. Ouais, mais on est dans un décor super agréable, donc c'est sympa. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation, ça me fait extrêmement plaisir. Donc comme d'habitude, je sais que tu vas délivrer beaucoup de valeur parce que tu as un parcours qui est quand même assez incroyable à ton jeune âge. Donc pour les personnes qui découvrent Amaury, vous allez voir, vous allez le découvrir, vous allez apprendre à le découvrir, et puis vous allez surtout suivre, pour les personnes qui le connaissent déjà, l'activité que tu as aujourd'hui et sur laquelle justement tu te focuses à 100%. Donc si tu me le permets, j'aimerais te présenter pour celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Donc aujourd'hui, Amaury, tu as 26 ans. Depuis 2023, tu es le cofondateur de Kairos, donc une agence immobilière qui fait du clé en main, essentiellement basée en région parisienne, mais pas que, puisque vous avez également des projets dans le Grand Ouest de la France, donc que ce soit Rennes, Nantes, etc. Tu auras l'occasion de revenir dessus tout à l'heure. Bien avant cela, pour que celles et ceux qui nous écoutent puissent bien comprendre ton parcours, tu as intégré une classe préparatoire à 17 ans avant de rejoindre l'école de commerce Audencia. On va y revenir, mais c'est à cette période justement que tu as réalisé tes premières opérations IMO, je crois, avec ton papa, c'est ça? Donc, tu avais à l'époque 19 ans. Donc, tu as commencé jeune aussi. Sur la partie entrepreneuriat pur et dur, tu as monté différentes structures. Tu as notamment participé à l'aventure d'un centre de formation. Tu as également toi-même développé une activité de consulting. Tu as aussi créé un podcast, Percastor. On y reviendra parce que c'est notamment un élément qui a considérablement élargi ton réseau. Et surtout, tu t'es lancé dans une grosse opération d'achat de terrain aussi en Bretagne. Alors, celui que j'évoquais tout à l'heure, c'était un autre projet. Ouais. Là, c'est une opération beaucoup plus importante qu'on va vous détailler tout à l'heure. Et aujourd'hui, justement, tu apportes ton focus essentiellement sur Kairos parce que c'est là que tu as une vraie valeur ajoutée pour tes clients et puis c'est là-dessus surtout que tu souhaites capitaliser. Donc voilà, beau parcours en tout cas que tu vas avoir l'occasion de nous présenter. Donc c'est super intéressant pour ton âge. Alors justement, l'idée, c'est de remonter aussi à tes débuts. D'avancer progressivement vers tous les projets que tu as menés. Donc j'ai pas mal de questions pour toi, mais notamment par rapport déjà à l'immobilier, parce que tu as commencé très jeune. Tu as commencé déjà, je crois, parce que
Amaury, je le connais bien maintenant, mais tu as commencé à t'y intéresser déjà en rentrant en prépa, je crois. Ouais, mais même avant, en réalité... Même avant. Même avant, en réalité, j'ai déjà dû le dire, mais j'ai commencé à m'y intéresser. Je me souviens, tu vois, on est tous les deux, on habite en Bretagne. Mon père habitait à Ploharmel à ce moment-là, donc tu vois, c'était au lycée. Et on allait dans la forêt de Brocéliande se balader. Et je me souviens qu'on en parlait à ce moment-là. Il me disait déjà, faut investir. Ouais. Alors, c'était les moments où je regardais. Et finalement, je commençais pas forcément à regarder sur le Bon Coin, etc. Mais véritablement, le moment où je me suis lancé, c'était fin de terminale, début de première année de classe préparatoire, où là, je passais vraiment des heures tous les jours sur le Bon Coin à rechercher. Et d'ailleurs, on va y venir par rapport à ce qu'on fait sur Kiros aujourd'hui. Alors, c'est un outil en développement et c'est pas forcément l'usage qu'on veut en faire par rapport à une marketplace qu'on souhaite peut-être développer à un moment donné, mais est-ce que ce sera uniquement sur du B2B, du B2C, ça on le verra sur la partie Kiros, mais c'est vrai qu'à l'époque déjà, donc c'était quand même il y a un peu moins de 10 ans, c'était il y a 8-9 ans, et bien à l'époque déjà, on utilisait le Bon Coin majoritairement pour rechercher des produits d'investissement, et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a toujours pas de solution autre que le Bon Coin ou Se Loger ou Bien d'ici, enfin toutes les plateformes qu'on peut utiliser. Alors il y a petit tips, je vais essayer d'en donner tout au long du. Il y a Moteur Imo pour celles et ceux qui veulent chercher par eux-mêmes, qui permet de centraliser un petit peu tous les sites d'information. Mais il y a toujours pas de marketplace qui est dédié à l'investissement immobilier. On en parlait un petit peu avant de commencer ce podcast. Donc voilà, j'ai commencé comme ça et donc je me suis renseigné. Je crois que c'était ta question. À quel âge j'ai commencé? C'était avant la classe préparatoire. Par contre, j'ai acheté mon premier bien en classe préparatoire. Ok, ouais, quand t'avais 19 ans. Ouais. Et t'avais déjà les mécanismes aussi, les premiers mécanismes, les fondamentaux, eh bien, écoute, locatif. Il y a un truc quand même, c'est que à l'époque, alors moi, tu me connais, hein, je suis pas très dépensier, je fais un peu gaffe à ce que je dépense, tu vois, ça te fait rigoler. Donc voilà, moi j'ai jamais pris j'avais pas pris forcément de formation au moment où j'ai acheté le premier bien, etc. Pas d'accompagnement sur cette première opération. Et donc si tu veux, je pense, j'ai pas fait des erreurs. Enfin, j'ai pas fait des erreurs. Si, évidemment, j'ai fait des erreurs, mais j'ai pas fait d'erreurs qui m'ont mis dans une situation difficile, donc ça m'a permis de continuer. Par contre, il y a un truc que j'ignorais à ce moment-là, et je pense qu'il aurait été vraiment rentable, c'est le différé bancaire, et donc j'en ai pas fait. Et c'est vrai que cet outil aujourd'hui, nous on le fait beaucoup utiliser par nos investisseurs. C'est un peu ce qui m'a manqué. Le reste, j'ai eu de la chance. Je l'ai fait avec mon papa. Il était électricien, donc on n'a pas eu de galère sur les travaux parce que évidemment, il était là pour backer le truc. Donc non, ça c'est plutôt bien géré. Il y a une autre erreur aussi que j'ai fait, mais parce que je connaissais pas et ce dispositif est encore très méconnu. Mais vu qu'on louait à des personnes physiques à l'époque les logements. Ah, tu as parlé de Visal. Exactement. Ouais. On n'avait pas Visal et c'est vrai que ça nous a. On a eu quelques écueils liés à ça. Je sais pas si je rentre dans le détail, mais tu peux, hein, non, mais c'est allé assez loin. On a été, bon, de toute façon, je peux le dire maintenant, mais on a été convoqué à la gendarmerie, etc. Parce que on a fait des choses qui étaient pas vis-à-vis des locataires. Enfin, je veux dire, pour être très, très, très clair, quand il y a un locataire qui paye pas et qui vous répond pas, à un moment donné, vous devenez fou. Donc vous essayez de trouver des solutions. Et les solutions sont pas toujours la voie qui devrait être empruntée. Et donc du coup, on a eu des litiges modérés. Il s'est rien passé finalement. On a juste été convoqués. Mais c'est le système aussi un petit peu qui veut ça. Hein. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois que les locataires sont surprotégés par rapport aux propriétaires, justement, le dispositif Visal, c'est pour ça que Visal, c'est une belle Visal alternative. est quand même une super alternative quand on loue à des personnes physiques. Moi, je l'ai utilisé dans le cadre d'un locataire qui payait pas. Franchement, ça fait grave le taf. Donc, je crois en 15 jours, non 15 jours, 3 semaines. Alors, ça se met en place. Alors, t'as un mois de carence, mais ensuite, d'ailleurs, j'ai un copain qui m'a corrigé il y a pas longtemps. Il avait raison de le dire. Il y a un mois de carence, mais après, t'es payé. Donc, et donc après, t'es payé. C'est eux qui font le. Non, il est parti au bout de 8-9 mois, je crois. Mais en fait, t'as une telle pression de l'État qui vient te dire, OK, il y a l'huissier qui passe. Ensuite, enfin, tout va plus vite. Et en plus, toi, en tant que propriétaire, t'as pas de stress parce qu'on te paye tous les mois. T'es payé par l'État. Donc non, c'est un dispositif qui marche très bien. C'est vraiment les deux sujets. Parce que, tu vois, la maison, on l'a achetée au total, elle a dû coûter nous 21 ou 22 000 euros. Bon, pardon, c'était il y a 7 ans, je me souviens plus exactement des chiffres, mais c'était quelque chose comme ça. Donc c'était pas très cher. On l'a revendu 43 000. Enfin, tu vois, on a acheté des maisons, on a fait des plus-values, etc. Donc ça a été loué, ça s'est loué facilement. Donc on n'a pas trop fait d'erreurs là-dessus. Par contre, pas de différé bancaire et pas de Visal à l'époque parce qu'on connaissait pas ça. Et c'est
presque du détail, mais ça peut changer Le différé, c'est... d'une manière relativement importante l'opération immobilière. Le différé, c'est un confort, en fait. C'est un confort parce que ça te permet de récupérer ta trésorerie aussi derrière. En fait, quand tu fais du meublé, que tu as un différé partiel ou total, que tu arrives à négocier sur 24 ou 36 mois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu vois, on parlait de revente de projet. Parce qu'au moment où on fait cette vidéo, moi, j'ai une maison là, au moment pile où on fait cette vidéo, puisque la signature commence à 14h, ils m'ont dit, est-ce que vous serez joignable? J'ai dit, non, je serai en podcast avec toi. Mais du coup, tu veux qu'on réponde en direct? les notaires signent l'acte authentique. Enfin, j'espère. Je pourrais vous le dire qu'a posteriori si ça a été vraiment signé, mais j'imagine que oui, tout devrait se faire. Et donc pour l'achat de la maison. Et tu vois, je l'ai acheté cette maison-là. Je crois que c'était 2019. On est en 2024 quand on fait cette vidéo. Ça fait donc 5 ans. Finalement, de manière générale, il y a une stat. J'imagine que tu la connais comme moi. C'est au bout de 7 ans, les biens immobiliers sont revendus. En moyenne en France. Bah, tu vois, nous, ça a été un peu plus tôt. Toi, je sais que t'as pu en revendre aussi certains. Eh bien, en fait, la philosophie, c'est celle-là. C'est de se dire, récupérer 2-3 ans de trésorerie, puis ensuite amortir un petit peu le bien, et puis dans une phase de cycle de marché, parce que toi, tu as un changement aussi personnel, revendre, bah, c'est opportuniste. Tu vois, on parlait tout à l'heure, je vais pas citer le bien, mais je sais, tu m'as dit que tu avais fait une plus-value de... je peux le dire ou pas? Une plus-value de 100 000 euros sur une opération. Bon, nous, on gagne moins là sur cette maison, on la vend 50 et on l'a acheté à l'époque, je crois, 27, mais parce que c'était des plus petits projets. Mais voilà, c'est des opérations où si tu cumules le différé bancaire, parce que en fait, rembourser le crédit dès le départ, quand tu vas revendre sur une vision 5 ans, ça n'a pas un gros intérêt parce que en fait, tu vas pas capitaliser beaucoup. Non, surtout, tu vas rembourser principalement des intérêts. Donc, c'est bien aussi d'avoir du capital qui peut te permettre en plus de réenchaîner derrière sur d'autres opérations. Et ça, c'est une méconnaissance de ma part quand je me suis lancé, j'aurais pas fait de la même manière là-dessus si je l'avais su, et surtout Visal, ça m'aurait évité surtout, un peu de stress. Ouais, et surtout aujourd'hui, à l'heure où les apports sont de plus en plus exigés, on va dire, c'était pas vraiment le cas avant parce que sur plusieurs des opérations, on n'a pas forcément eu l'obligation de mettre des apports. Mais aujourd'hui, ça peut servir pour récupérer sa trésorerie. C'est-à-dire que l'apport que vous allez devoir mettre sur l'opération, généralement frais de notaire ou frais de dossier, bah, tu peux facilement le récupérer derrière avec un différé. Parce que si tu as dû 1 an, 2 ans, 3 ans... Alors après, c'est pareil, il faut bien jauger le truc. Moi, je conseille pas tout le temps de mettre les plus gros différés possibles, surtout si vous voulez enchaîner et multiplier les opérations, parce que derrière, la banque va te demander de... Moi, je pense qu'il faut aller chercher le plus gros différé possible, mais accepter de se dire que si tu dois enchaîner les opérations et que la banque te demande de le déclencher, dans ce cas-là, déclencher le crédit. C'est ça. Mais c'est pas parce que tu as un différé de 36 mois que tu es obligé d'attendre les 36 mois. Oui, tu peux le déclencher à tout moment. Tu peux le déclencher avant. Mais c'est vrai que ça va être un frein. Peut-être pas sur la deuxième, mais sur la troisième ou quatrième, la banque va te dire que tu n'as peut-être pas de recul nécessaire sur le différé, mais dans ce cas-là, tu fais que les 3 ans. Dans ce cas-là, tu le déclenches et ça te permet d'avancer. Avant de lancer une deuxième, troisième, quatrième opération, c'est de questionner sa banque et de dire, est-ce que je peux continuer avec le différé? Est-ce que je dois le déclencher? Si je dois le déclencher, je le déclenche maintenant. Dans un but de quoi? De rembourser pendant 3-4 mois pour que vous puissiez être rassuré. Ça, c'est la première question. Et le second point, là où je suis pas forcément d'accord, c'est que c'est comme emprunter sur 25 ans. Il vaut mieux, à mon avis, emprunter sur 25 ans et avoir une clause de non-indemnité de remboursement anticipé que d'emprunter sur 15 ans. Parce que après, de passer de 15 à 25, c'est bien plus difficile, pour pas dire impossible, que de 25 à 15. Ouais. Donc, c'est juste. Donc, je pense que le différé bancaire, c'est pareil. Si on peut avoir le maximum, on prend le maximum. Et d'ailleurs, petit tips aussi, vous pouvez avoir 36 mois de différé bancaire, notamment avec la caisse d'épargne. Et il y a je crois que c'est préfinancement, ça s'appelle. Et du coup, tu peux avoir 2 ans de plus. Donc, il y a des gens qui arrivent même à avoir 5 ans d'équivalent différé pour des opérations immobilières. Ce qui n'est pas anodin parce que vous accumulez de la trésorerie et c'est de la trésorerie nette. Pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont salariés actuellement, c'est une manière assez facile. Regardez, je vais vous donner un exemple. Vous avez l'âge de Geoffroy ou le mien? Toi, tu as 29, c'est ça? 29, 30 ans dans un mois. 30 ans dans un mois. 30 ans dans un mois. Moi, j'ai 26 ans. Je viens de les avoir. D'ailleurs, ça m'a fait drôle quand tu m'as dit 26. Putain, 26, tu commences à te dire, t'es plus le petit jeune. Tu rentres dans la deuxième partie de la plus proche des 30 ans que des 20 ans. On y approche. Et du coup, quand vous, je me suis perdu, tu vois, on a discuté. Oui, c'est ça. Vous avez notre âge. Vous sortez des études ou vous avez fait un cursus, vous travaillez. Vous habitez dans une grande ville peut-être, Paris ou ailleurs, et en fait sur Paris finalement acheter c'est pas toujours intéressant parce que la mensualité que vous allez rembourser en achetant sera plus importante pour équivalent par rapport à de la location.
Grosso modo, vous remboursez 1000 balles par mois sur un crédit, vous allez emprunter 180, 200 000 balles. Si vous remboursez si vous payez 1000 balles par mois de loyer, vous allez avoir un logement qui va être plus intéressant. Donc, il n'y a pas forcément d'intérêt économique à acheter si on réfléchit uniquement comme ça. Après, il y a d'autres paramètres évidemment à prendre en compte, mais pour qu'on aille vite dans la démonstration, si vous achetez un bien en région, notamment sur Nantes, par exemple, si on prend cet exemple-là, ou Rennes, vous achetez un bien à 200 000 euros. Vous faites une stratégie comme nous, on fait aujourd'hui, on va y venir, j'imagine, louer à une personne morale. Vous avez un rendement de entre 8 et 10% selon comment vous vous débrouillez. Soit vous passez par une société comme la nôtre, soit vous faites par vous-même, vous pouvez avoir des rendements à peu près de ce type-là. Si vous faites un différé bancaire, vous pouvez grosso modo, avec cette enveloppe-là, on va dire entre 200 et 250 000, avoir entre 800 et 1000 euros par mois avec un différé partiel sur 36 mois, qui vont vous rentrer tous les mois dans la poche pendant 3 ans si vous arrivez à le négocier. Petit tips aussi, pour avoir le différé bancaire, en général, la banque demande à ce qu'il y ait des travaux. Parce que les travaux vous permettront de justifier le fait qu'il y ait ce différé. Sinon, c'est plus difficile à justifier. Vous faites sur 25 ans, sans apport, vous faites passer ça en résidence principale, auprès d'un banquier que vous connaissez si vous entendez bien. Si vous connaissez pas, vous m'envoyez un message et je pourrais vous faire une intro. Nous, on travaille notamment, j'ai découvert AXA Banque. Tu sais, souvent, AXA, c'est l'assurance, mais AXA, c'est banque et assurance. Mais ouais, et souvent, il y a plein de... Et tu sais, ce qui est hyper intéressant avec AXA, c'est qu'en fait, contrairement Caisse d'épargne, Crédit Agricole, etc., Crédit Agricole, Caisse d'épargne, les banquiers sont salariés. Alors que chez AXA, ils sont indépendants. Donc en fait, quand tu leur envoies un message, ils te répondent au quart. Ils ont tout intérêt à... Parce que eux, ils sont payés sur les commissions qu'ils font, etc., machin, nanana. C'est leur business. Ils sont indépendants. Ils travaillent, c'est leur business qu'ils font pour AXA. En fait, ils travaillent que avec AXA, mais c'est eux qui vendent les solutions d'AXA, si tu veux. Ils sont en quelque sorte commerciaux. Et donc du coup, ils vont beaucoup plus vite que les autres. Nous, pour donner un exemple, avec AXA, en général, un dossier, on a une réponse sous 48 heures. Voire même semaine dernière, j'avais besoin d'aller vite sur une opération. J'ai envoyé le dossier à 16 heures, j'ai eu la réponse à 20 heures pour le financement. Donc ça va très vite. Et c'est pas un courtier qui va te dire, je pense qu'on peut aller chercher ta. Ouais. J'ai rien contre les courtiers, hein, mais j'étais vraiment déçu par beaucoup de courtiers. Là, c'est le banquier qui dit, ok, je le finance, attends. Donc, pour revenir à nos moutons, vous faites votre différé. Vous prenez votre 800 000 euros par mois pendant 3 ans. Si aujourd'hui vous gagnez, pour relever cette dette, il faut que vous gagnez à peu près entre 2000 et 2500 euros par mois. C'est-à-dire que si vous gagnez, on va dire 2200, entre les deux, 2250, vous prenez 1000 euros par mois de différé pendant 3 ans. Donc, votre revenu va augmenter de 1000 euros pendant 3 ans. Ce qui est quand même pas négligeable. Hein. Quand tu gagnes 2250 euros, passer à 3250 euros, ça change quand même le quotidien. Et net d'impôts. Alors, sauf s'il y a un changement réglementaire, mais ils en parlent tous les ans et c'est toujours pas fait. Ça n'a toujours pas été voté, en tout cas au moment où on fait cette vidéo. Donc, pendant 3 ans, vous prenez ce sujet-là, vous allez amortir votre bien. Mais quand vous allez le revendre, si vous faites une plus-value, vous allez être imposé sur la plus-value que vous allez faire. Mais si vous l'achetez 250 000 et que vous le revendez dans 3 ans 280 000 euros, même si vous payez 30% sur les 30 000 euros, ça reste quand même une plus-value que vous faites. Si vous revendez le même prix, ce qu'on peut supposer, si vous avez bien acheté, eh bien, dans ce cas-là, vous n'avez pas d'imposition. Donc, vous avez 1000 euros par mois qui tombent tous les mois pendant 3 ans minimum, sans avoir d'imposition dessus. Ce qui est quand même pas négligeable pour gagner assez bien fait, en sachant que cette stratégie-là, si vous avez notre âge, donc c'est-à-dire on va dire entre 25 et 30 ans, voire même si vous êtes un peu plus jeune, il y a une probabilité assez forte, si vous sortez d'études supérieures, que vous fassiez pas si vous avez vocation à faire une famille, etc., c'est peut-être pas le moment le plus opportun, mais si vous sortez d'études, que vous êtes célibataire ou en couple, mais jeune couple, et que vous n'avez pas l'intention de vous installer tout de suite, c'est vraiment une opération facile pour augmenter ses revenus de manière relativement rapide. J'étais un peu long, mais c'est important pour moi de le dire. Merci en tout cas pour tous ces tips et toutes ces explications qui sont très claires. Et surtout d'avoir un exemple chiffré et concret. Ah ouais, non, mais complètement. C'est quand même une manière assez simple de gagner plus d'argent au quotidien quand on est jeune. Hein. Je suis complètement d'accord avec toi. Et de toute façon, il y a plein de stratégies possibles, mais en tout cas, ça fait partie des... Sans prise de risque en plus. Enfin, la prise de risque, elle est plutôt modérée. On est dans un marché en ce moment qui est plutôt stable, qui a été sur une grosse baisse ou en tout cas une stagnation. Là, les taux ont tendance à baisser, donc les prix vont probablement soit stagner, soit repartir un petit peu. Donc, mais c'est intéressant en plus que tu parles de revente, parce que c'est vrai qu'on s'imagine souvent quand on investit dans l'immobilier de détenir le bien, et il y a beaucoup de gens qui sont dans la détention vraiment long terme. Alors ça fait partie de certaines stratégies, notamment quand on a une stratégie vraiment très patrimoniale avec une transmission de patrimoine à ses enfants, etc. Mais le fait de récupérer de la liquidité et de vendre son bien, de prendre de la plus-value et de réenchaîner derrière sur d'autres opérations. Et tu le disais, hein, une moyenne de 6, 7, 8 ans. 7 ans, c'est la moyenne en France. Vous pouvez regarder sur Internet et vérifier ce qu'on dit. Mais en fait,
ce qu'il faut voir, c'est que quand tu as 50 ans et que tu investis et que tu achètes un studio à Limoges parce que tu habites là-bas, oui, tu vas certainement le garder 20 ans. Parce que c'est le seul investissement de ta vie. Tu l'achètes parce que tu veux prévoir ta retraite, vu que tu t'es dit, putain, je me suis fait baiser par le système pendant toute ma vie. Je vais peut-être essayer de faire un truc pas trop mal. Je jette la pierre en rigolant, évidemment, mais derrière, il y a quand même un peu de vrai. Complètement. À l'inverse, si aujourd'hui, vous avez un âge plus jeune, moins de 35 ans, moi-même de 30 ans, enfin, dans ces âges-là, il y a de fortes chances que votre vie soit évolutive. Donc, de fait, vous allez probablement revendre. Moi, entre le moment où j'ai acheté et aujourd'hui, tu vois, en 2017-2018, quand j'ai acheté le premier bien, j'étais en classe préparatoire. Aujourd'hui, je me souviens, j'étais à Lille, j'ai fait 1 an à Lille, ensuite j'ai fait 1 an à Rennes, j'étais en classe préparatoire. Aujourd'hui, je suis diplômé d'Audencia, on a monté une structure qui se développe, tu l'as dit, on est sur plusieurs villes en France. Donc, évidemment que la situation n'est plus la même et j'ai plus l'intention de faire les mêmes projets que ceux que je faisais au départ. Donc forcément, la situation évolue dans le temps. Et donc, il y a la probabilité que vous revendiez votre bien avant 10 ans est très importante. Donc, c'est bien de voir long terme, mais je pense qu'en immobilier, si on considère qu'entre 5 et 10 ans, c'est du moyen terme, la plupart du temps, en fait, on fait des opérations moyen terme et pas des opérations long terme. Non, mais c'est très juste. Et d'ailleurs, pour finir là-dessus, je pense qu'il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour créer du cash. Et après, il y a un moment derrière pour placer son cash. Et je pense que quand on est au début de sa vie, alors effectivement, là, tu prenais la personne de 50 ans, mais on va reprendre la moyenne, 25-30 ans. Je pense que c'est là où il faut vraiment faire du cash. Et donc, ça peut nécessiter des arbitrages 5 ans après, 10 ans après, et de repartir sur des nouvelles stratégies, diversifier, aller sur d'autres secteurs, etc. Et après, effectivement, quand tu commences à avoir 45, 50 ans, là, tu peux être plus dans la détention et puis préparer l'après. Et puis donc, de toute façon. Mais là, on est dans la fleur de l'âge, donc il faut. De toute façon, les personnes sont. Enfin, on a une motivation qui est différente. Déjà, je sais pas si tu es d'accord, mais moi, je regarde ce que je faisais il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, j'en suis plus capable. Je faisais des dingueries, tu vois. Je suis allé en Angleterre cet hiver, tu te souviens, j'imagine. Tu sais, je suis allé 4 mois en Angleterre cet hiver pour aller apprendre un petit peu pour me perfectionner en anglais, pour l'histoire. J'avais besoin d'avoir le TOEIC à un certain niveau, donc il fallait que j'ai 850 points minimum au TOEIC, ce qui est quand même relativement exigeant pour le TOEIC. Et donc moi, j'y arrivais pas, j'avais pris des cours particuliers, etc. C'était un enfer. En plus, c'était une arnaque pas possible. Enfin, c'était terrible cette histoire. Et donc, je me retrouve à partir en Angleterre, donc fin d'année dernière. Et je reste 4 mois. Je suis parti le 30 novembre exactement. Et je suis revenu, je crois que la dernière fois, j'ai dû rentrer début avril. Fin mars, début avril. Quelque chose comme ça. Et donc, ça m'a permis d'obtenir le truc. Mais quand je suis allé là-bas, j'ai été logé dans une maison. Tu sais, j'avais sympathisé avec la personne à l'époque. Donc, elle m'avait mis dans des conditions assez cool. Enfin, voilà, c'était vraiment bien. Mais je me dis, putain, du coup, c'était entre les 2 années de classe préparatoire, donc ça devait être en 2017, entre Lille et Rennes, quand je suis allé, oui, parce que c'était l'année d'après l'élection de Trump. Donc c'était en 2017, quand je suis allé en Angleterre. Je dormais dehors, il y avait de la pluie sous une tente, c'était un enfer. Je me souviens, c'était le bivouac. J'allais à pied entre le temple bouddhiste où je dormais, parce que j'étais allé dans un temple bouddhiste pour faire le bénévole, pour m'améliorer en anglais, et le centre de la ville pour trouver un taf. Mais il y avait 1 heure à pied. C'était hyper loin, sur une route et tout. Non, mais c'était un enfer. Et là, quand je suis revenu dans le village, là, c'était cet hiver, et que j'ai regardé ce que je faisais à l'époque, je me suis dit, mais putain, mais j'avais une détermination sans faille, quoi. Genre, c'était pas juste pour l'anglais, c'était aussi pour la rusticité, quoi. Alors, tu t'es fait une retraite. Non, c'est juste qu'à l'époque, en 2017, j'avais pas les moyens de me payer autre chose. Mais c'est vrai que c'est très cher en plus. J'ai pris, si tu veux, j'ai pris ce que j'avais à prendre. Moi, je pouvais pas aller sur les trucs EF, etc. Machin, c'était 10 000 balles. Enfin, si tu veux, moi, je voulais être focus sur, voilà, c'était une manière d'y aller pour pas cher. Enfin, tu payes 30 balles, t'as un billet d'avion pour aller à Manchester, hein. Donc, mais enfin, je me suis dit, quand j'y suis allé, je me suis dit, ouais, en fait, il faut vraiment charbonner maintenant, parce que plus t'avances, plus la détermination évolue quand même. Et ce que j'ai fait il y a 7 ans quand je suis allé en Angleterre, enfin maintenant, ouais, même plus, 8 ans maintenant, 8 ans en Angleterre, 2017, non, 7 ans. 2017, bah aujourd'hui, 7 ans et demi, aujourd'hui, enfin, cet hiver, j'aurais pas été capable. Et heureusement que j'ai des conditions différentes. Et ça se trouve, dans 5 ans, je me retournerai et je dirais, maintenant, je serais même plus capable d'aller en Angleterre, tout court. La résilience. Voilà, tu vois, c'est... Non, mais c'est intéressant et je suis d'accord avec toi. C'est vrai que plus on avance, plus on a envie aussi d'avoir un peu plus de confort et c'est pour ça aussi qu'on fait tout ça. Ouais. Donc, non, je pense qu'il y a un moment, faut bien charbonner et alors après,
malheureusement, si on a 30, 40 ans, on est encore dans des conditions qui nous plaisent pas, et ben on n'a pas le choix que de charbonner pour aller chercher ce qu'on veut et atteindre ses objectifs. Mais c'est vrai que plus on le fait jeune, mieux c'est. Et c'est pour ça que je recommande à chaque fois à toutes les personnes qui sont jeunes, dès qu'elles le peuvent, d'investir dans l'immobilier, mais pas que. Il y a plein de classes d'actifs qui existent. Bien sûr. Effectivement, l'immobilier, c'est quand même très intéressant et pour plein de raisons. Mais il y a plein de choses à faire. En fait, surtout aujourd'hui, il y a de plus en plus d'opportunités. Il y a une certaine sûreté de l'achat et c'est relativement prévisible en fait. Là, ce que j'ai annoncé en termes de chiffres, si j'ai un coup de fil demain d'une personne qui nous écoute, c'est très facilement répétable en fait. Il y a d'autres classes d'actifs, tu l'as dit, qui peuvent être très intéressantes, notamment les crypto-monnaies qui évoluent bien en ce moment. Je crois que ça a un peu baissé là récemment. Donc, c'est d'autres classes d'actifs qui peuvent permettre de s'enrichir, mais c'est selon moi, beaucoup plus difficile. En tout cas, il faut y passer vraiment beaucoup de temps pour comprendre comment ça marche et c'est plus difficilement prévisible ou en tout cas, il y a une part d'aléatoire qui me semble être plus importante. Tu contrôles pas. Je pense que quand tu connais bien le sujet, etc., c'est peut-être plus facile à comprendre. Mais c'est vrai que se dire, OK, j'ai investi en crypto-monnaie, je vais avoir 1 000 euros par mois pendant les 3 prochaines années, je pense que c'est très difficile à prévoir et le montant à investir est probablement plus important. Alors qu'en immobilier, en plus, tu fais passer ça sur une résidence principale. Actuellement, tu as des conditions bancaires où tu n'as même pas besoin de mettre d'apport. Donc, en réalité, c'est vraiment... Enfin, il faudrait calculer, mais tu vois, 1 000 balles sur 30 mois, c'est quand même... 36 mois, donc 3 ans, c'est quand même l'équivalent de 36 000 euros. Donc, c'est pas négligeable pour avoir un apport, par exemple, pour une prochaine opération, notamment une résidence principale. Ouais, et puis c'est beaucoup plus prédictible, comme tu l'as dit, sans compter les cryptos, par exemple, qui est quand même un bel actif, mais en tout cas, moi, je sais que... En fait, le seul truc qui fait que ça fait la différence, c'est vraiment le crédit. Parce que on utilise de l'argent qui nous appartient pas. Tu utilises 250 000 balles pour investir sur un actif qui est loué par une autre personne qui va te rembourser. Et ça, c'est vrai que c'est assez extraordinaire. J'avais interviewé une Célie Dorido, là, tu sais, qui est influenceuse sur les réseaux, qui vient du Togo. Et elle me disait que là-bas, les taux étaient énormes. C'était quasiment impossible d'emprunter. Et il y a beaucoup de pays où c'est comme ça. Et nous, on a des taux fixes sur des durées longues, avec un pays stable économiquement. Bon, une politique évidemment qui est changeante, mais en réalité, dans le quotidien, ça change rien. Je veux dire qu'on n'ait pas de Premier ministre ou un Premier ministre, finalement, ça change pas la face du monde. Ça ralentit un peu l'économie, mais ça change pas la face du monde. C'est pour mieux repartir derrière, je pense. Donc non, je pense qu'il faut. Enfin, c'est vraiment une opportunité à ne pas laisser passer. Mais comme tu le soulignes, parce que je pense qu'il y a trop de gens qui sont qui savent pas en fait comment ça se passe dans d'autres pays et qui comprennent pas la chance qu'on a aujourd'hui en France de pouvoir emprunter à des taux, même si pour certains sont élevés alors que pas du tout. C'est 3% aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 3. Nos derniers investisseurs, ils ont des taux à 3%. C'est ça. Courant d'année prochaine, on sera à 2 et quelques, je pense. On en parlait justement avec Romain dans l'ancien podcast, parce que toi tu le connais. Aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Les taux sont beaucoup plus élevés. Mon frère vit au Canada aussi, c'est pareil. Les apports aussi sont différents. Mais oui. Parce qu'aujourd'hui, même si parfois on nous exige de mettre les frais de notaire, il y a quand même encore beaucoup d'opérations, moi je le vois quand j'accompagne des clients, où tu fais du sans apport. Non mais c'est énorme. En vrai, en fait, c'est... Et où tu es encore sur du 110% et tu peux emprunter... L'immobilier, c'est pas super ou pas bien ou machin. C'est juste que les conditions en France sont particulièrement favorables. Tout comme quand tu fais de la crypto et que tu te débrouilles bien, tu vas à Malte parce que les conditions fiscales sont meilleures. Ou tu vas à Dubaï parce que si tu te débrouilles bien, tu as moins de fiscalité. En France, on a peut-être une fiscalité qui est plus lourde, mais en meublé, c'est quand même plus que confortable. Ça fait partie encore ça reste une niche fiscale. Donc, c'est une opportunité à saisir. L'immobilier, c'est juste que actuellement, et probablement pendant un certain nombre d'années, les conditions en France sont particulièrement favorables, probablement les meilleures au monde pour investir dans cet actif. Et c'est une des seules classes d'actifs où tu peux bénéficier de l'effet de levier assez facilement parce que une personne qui veut investir en bourse, par exemple, jamais la banque va lui prêter 100 000 euros. Elle pourrait, mais si elle est très riche. C'est ça. Mais je veux dire, la personne qui veut se lancer en bourse demain ou en crypto, elle aura pas d'effet de levier complètement. Mais probablement à raison, parce que le marché est quand même plus instable et donc les gens seraient ruinés. Mais je pense qu'en termes de risque, s'il fallait, si les banques pouvaient emprunter pour aller sur la bourse ou les crypto-monnaies, je pense que ce serait pas du 3%. Mais en tout cas, non, c'est intéressant de le souligner et pour les personnes qui comprennent pas encore ce système d'effet de levier et le fait d'avoir des taux assez faibles pour emprunter. Il y a autre chose que je veux te dire, parce qu'on remonte aussi un petit peu au passé, et donc ça m'intéresse de le dire, c'est qu'à l'époque, je sais pas si tu te souviens,
Mais sur les maisons individuelles, tu sais, tu m'avais dit, enfin, je sais plus si c'était toi, mais on me posait souvent la question pourquoi t'investis dans ces zones-là, etc. Et je sais pas si tu te souviens, mais je t'avais dit que je voulais louer aux entreprises sur place. Tu sais, je parlais de l'Agacie où je voulais louer à Yves Rocher. Tu te souviens de ça? Ouais, je m'en rappelle, tu m'en parlais. L'abattoir de Leclerc, tu sais, en Centre-Bretagne, je t'en avais parlé, où j'avais acheté des maisons, etc. Bah là où je suis assez fier, c'est que ça, je voulais le faire à l'époque, et donc j'ai pas de regret de pas l'avoir fait à ce moment-là, parce que tu sais, tu me disais ouais, quand t'as investi, je sais plus si c'était ta question, j'ai dû dériver là-dessus en disant bah qu'est-ce que je ferais différemment. Là où je suis content, c'est que ces années d'expérience nous ont permis aujourd'hui, nous permettent de faire des opérations immobilières où on fait de l'habitation, ce que je voulais faire à l'époque, qu'on loue à des personnes morales. Donc sociétés, des entreprises ou des organismes publics financés par l'État qui louent directement nos logements. Et ça permet plein d'avantages, notamment sur Paris, pas de plafonnement des loyers. Les DPE, au moment où on va sortir cette vidéo, j'imagine qu'on sera en 2025. Du coup, les DPEG, sur un bail d'habitation, en fait, ce qui est concerné, c'est le bail d'habitation. Souvent, on dit « Ah, votre logement, il est en DPEG, vous pourrez plus le louer. » Non, c'est faux. Vous pouvez plus le louer à des personnes physiques, mais à des personnes morales, ça pose pas de problème, parce que la réglementation ne les concerne pas. Vous n'êtes pas sur le même bail. Le bail d'habitation de loi de 89, et intègre ce sujet-là. Mais si vous êtes sur un bail commercial ou un bail civil, ça ne l'intègre pas. Tout comme le plafonnement des loyers, tout comme tu as un engagement long terme du locataire, tu peux avoir une responsabilité de l'aménagement intérieur pour ce locataire. Donc ça veut dire que toi, tu as fait du locatif comme moi, tu sais bien ce qu'il en est. Des fois, tu as une toilette qui est bouchée, tu as un mitigeur qui fonctionne pas, faut le remplacer, etc. C'est à la charge du propriétaire. Hein. Et ça, c'est à la charge du propriétaire lorsque tu loues une personne physique. Ouais. Ça peut être à la charge du locataire lorsque tu loues une personne morale. Donc, tu as plein d'avantages comme ça. Et je suis content parce que à l'époque, tu vois, je l'évoquais. J'ai mis beaucoup de temps à y arriver. Mais c'est aussi pour ça qu'on a fondé Kairos. C'est parce qu'aujourd'hui, on est en capacité de le faire et c'est là où on accompagne nos investisseurs. Mais c'est bien que tu en parles parce que c'est un sujet sur lequel je voulais arriver justement. Parfait alors. Par rapport à Kairos. Donc, et puis surtout, ça offre aussi des rentabilités assez intéressantes. Exactement. C'est pas que un changement de stratégie, mais c'est aussi pour les rentabilités. Exactement. Donc, mais c'est une stratégie que j'ai toujours voulu faire. C'est juste que je pense que quand on commence une activité, on s'oriente assez facilement sur son écosystème. Et moi, mes parents, mon père, tu le sais, il habitait, je l'ai dit tout à l'heure, à Pleurmel, enfin, dans des zones rurales, et donc t'investis en zone rurale. Puis la vie se faisant, tu fais des études, je suis allé à Nantes, et donc c'est pour ça qu'on a monté Nantes. Tu disais Audencia, t'apprends des choses, et tu progresses. Et tu vois, aujourd'hui, on est à Paris. J'habite à Paris depuis le début de l'année, et c'est ce que je te disais tout à l'heure. La vie, et on en parlait tous les deux, la vie, toi, je sais que t'as vécu aussi à Paris. La vie sur Paris, en termes de business, elle est sans commune mesure avec le reste de la France. Ça m'emmerde de le dire parce que je suis breton et que j'aime bien la Bretagne. Mais putain, les phrases à la con du genre la France à deux vitesses, tous les trucs où t'as envie de les fracasser quand tu les entends dire ça parce que toi t'es content d'être dans ta zone rurale parce que t'y es très bien. Faut dire la vérité. D'un point de vue business, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a vraiment Paris et le reste de la France. Pour avoir habité à Vannes, pour avoir habité à Nantes, même à Bordeaux où on a pas mal de copains business, et je pense qu'il y a un écosystème qui se crée malgré tout dans certaines villes, mais il y a des opportunités à Paris qui sont sans commune mesure. Tout va beaucoup plus vite. Ça va pas assez vite encore, mais ça va beaucoup. Comme tu dis, il y a des écosystèmes qui se créent, mais c'est vrai qu'à Paris, t'as l'impression que ça va beaucoup plus vite. Et en fait, t'as beaucoup plus de monde. Donc, du coup, t'as beaucoup plus de probabilité aussi de rencontrer, de créer du réseau, d'échanger avec des personnes que tu rencontres, etc. Moi, je le vois hein, quand je viens sur Paris, souvent pour le podcast. Moi, maintenant, je suis en campagne, donc rien à voir. Et puis, c'est différent parce que j'ai une vie de famille avec des enfants, etc. Donc, ça s'y prête plus pour ma situation. Mais c'est vrai que quand tu viens sur Paris, c'est... Et pourtant, j'ai vécu à Paris, mais c'était différent parce que c'était plus... T'étais pas dans le business encore. J'étais pas dans le business, tu vois. C'était plus... déjà dans un premier temps juste après mon bac, mais alors là c'était vraiment la fiesta, c'était la vie la tranquille, tu vois, la nouba. Et puis après c'était plus pour le côté professionnel, mais dans l'institution militaire. Non, dans l'institution militaire quand j'étais à la garde républicaine. Ah oui, c'est vrai, ouais. Donc c'est encore différent, mais c'est là aussi où j'ai commencé à bifurquer sur l'immobilier parce que je commençais à investir, et c'est là aussi où je me suis confronté un petit peu au réseau, etc. parce que j'allais à des événements à Paris. Donc c'est là où tu rencontres beaucoup de gens. Alors les événements, c'est très bien, tu rencontres du monde et c'est bien, je pense que tu débutes, mais même de manière générale, pour rencontrer des gens, enfin tout va à une vitesse ici. Alors c'est fatigant, hein. Moi je suis épuisé. Tu fais des bonnes nuits, quoi. Je pars demain. Alors pas tant que ça en plus malheureusement, mais je pars demain pour les fêtes de Noël. Donc on est le 23 décembre au moment où on fait ce tournage, mais je pars demain pour les fêtes de Noël et je suis content. Je vais rentrer en Bretagne après. C'est vrai que ça fait du bien de se poser. Ouais. Ah oui, non, mais c'est important d'avoir un bon équilibre aussi, de pas tout le temps avoir la tête dans le guidon, notamment à Paris. Je pense que ça fait du bien et un truc surtout qu'on voit pas.
enfin moi que j'avais pas vu à l'époque, et c'est pour ça que je me disais ouais Paris ça peut être risqué, etc. C'est qu'en fait tout est fait pour que tout soit central à Paris. Enfin, nous on est bretons, tu vas aller à Bordeaux, c'est plus rapide de faire du Rennes-Paris, Paris-Bordeaux que faire du Rennes-Bordeaux en train. Ouais. Non mais je connais pas les mais j'exagère à peine. En réalité j'exagère à peine. Enfin tout est plus facile. T'as les 2 aéroports internationaux qui sont là. Tout est centralisé. Orly maintenant tu vas en métro. Roissy, tu vas en RER, c'est facile. Les communications, elles se font c'est la ville avec je sais pas si tu sais, mais Paris, c'est la ville la mieux desservie au monde en transport en commun. Ça m'étonne pas. T'as pas un seul endroit dans Paris à plus d'1 kilomètre d'une station de métro. Donc, tout est à côté, tout se fait, et c'est pour ça que, alors je pense que c'est vraiment éprouvant pour des gens comme nous, parce qu'on vient de zones rurales et du coup, c'est dur de s'habituer. Mais c'est vrai qu'il y a une énergie pendant un temps. Je pense que je ferai pas ma vie ici, mais pendant un temps, c'est bien pour donner un coup d'accélérateur. Ouais, mais comme on disait, tu vois, c'est quand t'es dans la fleur de l'âge et que c'est le moment de faire du cash. C'est pourquoi pas. Après, faire sa vie, ça c'est encore. Il y a des gens qui vivent très bien et qui veulent finir leur jour sur Paris parce que je pense qu'ils sont habitués et qu'ils ont baigné dans cet environnement. Mais après, c'est libre à chacun. Mais ce qui est fou avec Paris, c'est que du coup, tu finis l'humain est extraordinaire. On s'habitue vraiment à tout. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais, tu vois, je suis allé à Nancy là début septembre, j'ai l'impression d'être dans un village. Alors qu'avant, pour moi, c'est des grandes villes, ça m'embêtait d'y aller, quoi. Et maintenant, je me dis, mais c'est tout petit, quoi. Et ça me faisait ça aussi surtout quand t'es très jeune, t'as 19 ans, que tu vois, nous on a grandi à Vannes. Ouais. C'est pas une très grosse ville non plus. Non, mais quand tu viens de Plougoumel, c'est grand. Et que ouais, c'est ça, exactement. Et quand tu viens de province et que t'arrives à Paris et que tu découvres un peu tout l'écosystème parisien et tout ce que tu peux faire. Et c'est vrai que. Et en plus, t'as l'impression après de. Et je pense que malgré tout, Paris, même si c'est une grande ville, ça reste une petite ville par rapport aux capitales, les différentes capitales que tu peux trouver, notamment dans d'autres pays. Je pense à la Chine, je pense aux États-Unis, que j'ai pas vu encore, mais des mégalopoles qui doivent être encore. Ça doit être un autre monde. Et tu te dis, mais en fait, c'est vrai que souvent on a. Même New York, hein. Ouais, bah toi, tu y étais. Nous, on y était là il y a 2 mois. C'est un autre monde. Ouais. Mais c'est un peu pareil. Tout est speed, en fait. Plus qu'à Paris encore, ou t'as pas senti de grosses diffs? Bah, le truc, c'est qu'à Paris, t'as quand même... non, j'allais dire, t'as pas mal de touristes, mais t'en as beaucoup à New York aussi. Mais c'est vrai que New York, c'est vraiment très speed et tu sens que tout le monde est en mode fast life, on charbonne, quoi. Ouais. Tout le monde va au travail, tout le monde est pressé, tout le monde va dans les bureaux, etc. Ouais. Alors nous, on y était en mode vacances. Hein. On était là, on profitait, mais du coup, tu peux te poser et tu t'observes un petit peu autour de toi. Et c'est vrai que c'est vraiment la fast life. Mais du coup, plus qu'à Paris ou pareil? Moi, je dirais pareil quand même. Pareil. Ouais, okay. Je dirais pareil, mais tu sens que... Tu sens que ça bouge, ça bouge fort. Comme Londres, finalement. Ouais. Londres, c'est pareil. Ouais, non, complètement. Donc... Bon, on a dérivé. Excellent, en tout cas. De quoi? Je dis on a dérivé, désolé, je parle beaucoup. Mais... non, mais c'est ce que c'est. Voilà, je savais que de toute façon, on allait évoquer plein de sujets. On n'a pas vraiment non plus de trame à suivre. Hein. Je sais que moi, j'ai pris quelques notes. Après, je sais que je te connais, donc je sais qu'on a plein de choses à parler et on pourrait parler pendant des heures. Tant que tu dis pas de dingueries, ça va. Alors justement, parlons des dingueries. Là, j'ai un truc là que je pense que ça va être des infos très croustillantes à ton sujet. Le 23 août 2021 à 23h30 justement, donc c'était un fameux anniversaire. non mais en tout cas c'est intéressant parce que tu as évoqué pas mal de sujets. Moi je voulais revenir aussi sur une opération que tu as faite. Donc on a parlé aussi un petit peu de Kairos, de l'activité aujourd'hui que tu as et que tu portes et sur lequel tu es très focus. Est-ce que juste avant qu'on parle du terrain, juste sur le focus, je peux rebondir ou pas? Oui. Parce que c'est intéressant. Alors je voulais parler de ça justement. Ah bah vas-y. Je voulais parler de ça, je pense savoir de quoi tu vas me parler. Mais par rapport au focus, là c'est intéressant d'avoir ton opinion par rapport à ça, parce que tu disais justement que tu étais en train de te focus sur cette activité-là, parce que tu avais peut-être tendance à aller sur plein de chemins différents juste avant. C'est peut-être ça dont tu voulais parler. Ouais, exactement. Et donc l'importance aussi de se focus vraiment sur un seul objectif et de développer et de capitaliser là-dessus. Tu sais, je pense que comme dans l'investissement, l'entrepreneuriat, c'est un peu le même sujet. Et comme dans beaucoup de sujets, c'est assez simple de voir des erreurs où tu débutes. Il y a, par exemple, la semaine dernière,
j'étais à Lille, classe préparatoire, et tu sais, je suis intervenu, enfin non, tu sais pas, mais je te le dis, je suis intervenu, je crois que je te l'avais dit par message, mais je suis intervenu auprès des lycéens, enfin des gens qui sont en classe préparatoire, parce que tu sais, ils te font venir des anciens élèves pour montrer le parcours qu'ils ont fait, puis moi, je m'entendais particulièrement bien avec la professeure qui organise ça, donc ça me fait plaisir d'y aller pour pouvoir rendre un peu ce qui m'a été donné à un moment donné. Et donc je suis intervenu. Et puis la prof me dit ah mais Amaury, j'ai vu, elle avait dû regarder quelque chose sur internet, j'imagine. Elle m'a dit j'ai vu qu'à un moment donné tu avais 4 entreprises, mais comment tu gères ces 4 entreprises, etc. Je lui dis alors Florent, je t'arrête tout de suite. Maintenant j'en ai qu'une seule et je suis focus sur cette activité. Et entre guillemets, l'entreprise ne s'est jamais aussi bien développée que depuis que je suis concentré sur cette activité. Ce qui se passe, c'est que tout comme dans l'investissement, tu peux avoir des choses où tu te dis, t'écoutes les gens parler et tu te dis bon bah il est probablement débutant, parce que quand tu parles de choses comme ça, tu sais que la personne, notamment par exemple, je mets des garanties, personne physique, est-ce que tu fais garantie visale, c'est quoi garantie visale? Bon bah tu sais que la personne, bon soit elle peut ne pas connaître le sujet, soit c'est possible qu'elle connaisse peu ou pas, ou alors tu lui dis c'est du nu ou du meublé, ah bah moi je sais pas, j'ai pas mis de meuble, bon bah voilà, tu sais que la personne elle est probablement débutante, ou en tout cas non sachante sur le sujet. Non pas que le nu ça soit tout le temps une mauvaise idée, mais en tout cas de manière générale, quand tu débutes et que tu investis en personne physique, c'est assez souvent un bon choix. Eh bien là sur la partie entrepreneuriale, c'était un peu le même sujet. Je pense que quand on débute, on a un peu envie de flex. On a envie d'avoir du monde dans ses équipes, on a envie d'avoir des bureaux, on a envie de montrer aux autres que ça se développe bien, on a envie de faire du bruit et d'avoir un nombre d'entreprises important, parce que c'est génial d'avoir plein d'entreprises. Après il y a la réalité du marché qui te rattrape, c'est que c'est pas facile. Entre guillemets, il y a que Elon Musk qui arrive à avoir 5 boîtes qui valent plus d'1 milliard. C'est extrêmement difficile. J'exagère, mais je pense qu'il y a très peu d'entrepreneurs qui sont évidemment capables de gérer plusieurs entreprises en même temps. Ça te défocus sans t'en rendre compte. Moi, j'étais défocus sans le savoir. Ça m'a pas empêché de développer l'activité. Mais je pensais que j'y passais que quelques heures par semaine. En réalité, je me suis rendu compte que, notamment sur la partie consulting, j'y passais beaucoup plus de temps. T'es au four et au moulin, en fait. Et en fait, alors, je pense que pour des profils comme le mien, ça fait du bien, parce que ça permet d'avoir plusieurs sujets en même temps, et donc ça fait du bien aussi de switcher. Mais finalement, essayer de se focus, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un de nos investisseurs, avec qui je m'entends très bien, qui s'appelle Johan. Johan, il a une boîte, ils sont 6. Alors, je peux donner ces chiffres parce que je sais que à chaque fois, il me dit, il n'y a pas de problème, ça le dérange pas. Il a une boîte qui fait, là, cette année, il a passé le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, il est assez jeune, il doit avoir 36 ans. Mais le chiffre d'affaires, ça veut rien dire. C'est comme le nombre de personnes que tu as, c'est comme... alors, tu le dis au départ pour flex. Moi, le premier, souvent, quand on te demande tes chiffres, tu dis le chiffre d'affaires parce que c'est tout de suite un montant plus gros. Mais en fait, un chiffre d'affaires, ça veut pas dire ce que tu gagnes. Et donc, lui, ce qu'il m'a toujours dit, et il a eu raison, c'est à moi, ce qu'il faut que tu retiennes. Et d'ailleurs, j'ai pas été capable de te répondre tout à l'heure. Tu m'as posé la question, mais je savais même pas te répondre, parce que pour l'instant, vu qu'on est aussi, ça fait un peu plus d'1 an, on a lancé en 2023, comme tu l'as dit, l'activité. Du coup, c'est vrai que tu as tendance à garder plutôt en tête les chiffres qui font que c'est mis en valeur, et moins les chiffres qui témoignent véritablement du résultat de l'activité. Mais lui, il m'a toujours dit, Amaury, c'est le résultat qui compte, et il a raison, parce que sur 1,1 million de chiffre d'affaires, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a fait 750 000 euros de marge, et tu as je ne sais combien de boîtes aujourd'hui qui font 10 fois plus que lui, qui font 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, et ça commence à être des belles sociétés, mais qui font à peine 10% de marge, parce que c'est la moyenne. Aujourd'hui, une grande surface, elle fait entre, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 3 ou 5% de marge. Une compagnie énorme, aérienne. Ceci dit, pour Johan, il est quasiment à plus de 70% de marge. Ah, mais c'est énorme, c'est énorme. Mais tu vois, une compagnie aérienne, elle va faire 2% de marge. Donc, ils ont des chiffres énormes. Tu vois, tu vas avoir une grande surface, tu vas avoir un Super U, le mec, il va te dire, je fais 10 millions de chiffre d'affaires. Dans les produits physiques. Voilà. Produits physiques, évidemment, les marges sont pas si élevées. T'as raison de le dire. En plus, entre vendre un produit ou vendre du service, ton chiffre d'affaires ne va pas du tout être le même. Parce que nécessairement, tu vends un produit, donc ta marge, elle va être plus faible, ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, ton chiffre d'affaires va être mécaniquement probablement plus gros. Et donc du coup, tu vas aller avoir un Super U, le mec, il va te dire, je fais 5 millions de chiffre d'affaires, et puis en réalité, quand tu regardes, il fait 150 000 euros de marge. Alors, je dis pas, il gagne de l'argent, c'est très bien. Mais du coup, c'est cette métrique-là qu'il faut regarder et qu'il faut essayer de développer. Et c'est pour ça que moi, je me suis vraiment focus sur cette activité en me disant, c'est quoi qui me rapporte, c'est quoi qui se développe et dans quel but. Et du coup, je me suis focus et je me suis dit, OK, il y a des éléments de la vie, il y a des événements et des éléments qui ont fait que ça m'a permis de le faire. Et c'est vrai que ça n'a jamais aussi bien fonctionné, ça ne s'est jamais aussi bien développé depuis que je suis pleinement concentré là-dessus. Après, je pense que
moi, je suis très comme ça. C'est comme les enfants, il faut se brûler pour savoir que c'est chaud. Et donc, j'ai testé des choses, j'ai appris. Et aujourd'hui. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je le dis parce qu'il l'a cité dans une autre vidéo. Mais c'est vrai, c'est tout à fait ça. Et donc voilà, beaucoup d'apprentissage là-dessus. Alors, je dis pas, je pense qu'il y a plein de gens qui montent plusieurs. Enfin, il y a plein de gens qui montent plusieurs boîtes et qui arrivent à un certain plafond et qui se débrouillent pas trop mal. Il y a très peu, je l'ai dit tout à l'heure, qui montent des grosses boîtes et qui arrivent. Je parlais d'Elon Musk, je pense qu'il y en a d'autres, mais qui montent des grosses boîtes et qui arrivent à se développer. Mais avoir une boîte et être bien focus et se concentrer là-dessus, notamment aujourd'hui, ça reste un focus pour moi. Parce que parler et faire le podcast avec toi, c'est nous faire un peu de publicité au passage. Bon, évidemment, passer du temps avec un ami, bien sûr, mais ça permet aussi de communiquer sur notre activité et donc d'être focus. Et dans mon discours, je ne parle que d'une chose d'un point de vue professionnel, outre les questions, c'est Kyros, c'est uniquement Kyros. Parce qu'aujourd'hui, je veux allouer toutes les forces et ramer dans le même sens pour qu'on avance au maximum sur cette structure-là. Mais ça aura pris du temps, ça se fait pas du jour au lendemain et c'est difficile. Mais aujourd'hui, je pense qu'on avance dans le bon sens. Oui, puis on parle souvent de l'effet FOMO, le syndrome de l'objet brillant et le fait de vouloir Fear of missing out, c'est la peur de louper quelque chose. L'opportunité, ouais. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs notamment. Alors, non pas que je nous considère comme des vieux, mais c'est vrai que tu as des personnes qui se lancent à 18, 19 ans, surtout maintenant avec le nombre d'opportunités que tu as, et qui veulent un petit peu aller sur plein de projets en même temps et qui, au final, est au détriment du développement d'un seul projet qui pourrait les emmener vers leur objectif. Et il y a vu qu'on parlait de métriques, de chiffre d'affaires, de bénéfices, etc. tout à l'heure, il y a un truc qui est important aussi, c'est qu'on parle souvent de croissance, donc en termes de chiffre d'affaires. Et il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est de se concentrer sur le bénéfice, on en a parlé, mais pas... Tu sais, souvent, c'est exponentiel. Donc, quand tu as ton chiffre d'affaires qui augmente, ton bénéfice, il augmente. Et parfois, pour les personnes qui ont un chiffre d'affaires qui va stagner, de se concentrer sur la croissance du bénéfice, en fait. Oui, bien sûr. Alors, il y a ça. Et d'essayer de... Alors, en mettant pas mal de choses dans l'opérationnel, après, dans la technique, mais de faire augmenter ton résultat net. Alors, même si ton chiffre d'affaires stagne. Oui, tout à fait. Alors, en effet, d'ailleurs, j'ai un copain qui est dans cette situation-là, à qui je pense quand tu le dis, donc tu as bien raison de le dire. Et il y a un autre point aussi que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, et qui est essentiel, je trouve, pour la stabilité du business. Pour la stabilité, la sérénité, et 3, la pérennité de l'activité. Et même mettre au clair dans sa tête, c'est le fameux MRR ou ARR, Mensual Recurring Revenue ou Annual Recurring Revenue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les mois, vous savez que vous allez facturer, alors évidemment ça peut changer un peu, mais grosso modo, vous allez facturer tous les mois le même montant parce que ce montant-là, eh bien, c'est nous, par exemple, dans notre activité, la gestion locative. Vous savez que tous les mois, on a tant de facturation et donc ça permet de recruter des gens parce que tu sais combien tu vas gagner, donc tu sais quelles charges tu peux avoir en face et donc de développer sereinement l'activité et 2 d'être au clair dans sa tête et d'aller de manière plus sereine à la chasse tous les mois. Tu sais, je sais pas si tu sais, mais il y a une enquête qui est sortie et on s'est dit mais pourquoi les commerciaux ils ont à chaque fois à la fin de l'année on se rend compte que beaucoup de commerciaux à partir de octobre-novembre ils font les meilleurs chiffres de l'année. Octobre, novembre, décembre ils font des chiffres extraordinaires. T'as une idée pourquoi ou pas ? Non. En fait, parce que c'est là où ils prennent tout leur résiduel en fait, non ? Alors ça peut être ça peut être par exemple le travail de l'année qui paye à ce moment-là, mais a priori c'est plutôt autre chose. C'est qu'en fait tout au long de l'année ils ont des résultats à faire. Par exemple un commercial tu lui dis t'as un objectif de 100 000 euros. Du coup jusqu'à octobre il charbonne et arrivé début octobre il se retrouve à avoir fait son chiffre de l'année. Et donc du coup il a charbonné, il a vendu son truc. Et en fait, arrivé en octobre, il se retrouve cool. Et en fait, il se dit, plus trop besoin de bosser. De toute façon, j'ai fait mon chiffre. Et donc, il est plus stressé. Il rebossera l'année prochaine. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que il veut plus chercher forcément à vendre. Il va continuer à faire son taf. Mais par contre, il va être, si vous voulez pas, vous prenez pas. Et c'est quasiment la meilleure manière de vendre, en fait. C'est la meilleure posture. C'est comme souvent, on dit, oui, la meilleure manière pour rencontrer des gens, c'est assez terrible, mais quand t'es en couple, c'est quand t'es en couple. Quand t'es en couple, t'es jamais aussi séduisant que quand tu l'es, justement, par rapport à quelqu'un de célibataire. Parce que quand t'es célibataire et que t'as la dalle et que tu vas aller chercher, ça va se voir, ça va se sentir. Alors que si t'es en couple, tu t'en fous. Et y a rien de mieux. Toi, par exemple, t'as un profil où t'es plutôt très beau gosse, en plus, marié, des enfants, etc., machin. Mais ça, c'est autre chose. Mais du coup, t'as un profil qui peut être très attrayant parce qu'on se dit le mec il en a rien à foutre. Je peux plus avoir l'effet FOMO moi. Non mais il en a rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup c'est un peu ça le sujet sur la partie business. C'est vraiment essayer de construire un écosystème qui permet d'avoir une sérénité. Et je pense que travailler sur cette partie-là,
fameux MRR, ARR, pour être tranquille d'esprit, se dire ok, tous les mois j'ai tant qui rentre, j'ai ça qui sort, je suis ok avec ça, et du coup ça me permet de vivre. C'est du récurrent, c'est du résiduel, et ça permet de dormir sur ses deux oreilles aussi. Et donc de développer ta boîte et d'être moins stressé pour vendre, et donc probablement d'augmenter tes résultats. Et en plus, dernier point et pas des moindres, c'est que c'est souvent ce qui te permet de valoriser ta boîte. Exemple très simple, une agence immobilière aujourd'hui, tu valorises entre 10 et 25% du chiffre d'affaires sur les transactions. La gestion locative, ça se valorise en moyenne x4. On prend à peu près x3 de la gestion, plus x1 des revenus générés par la mise en location. Donc en général, on arrive sur des ratios de x4. Donc, dans le chiffre d'affaires, dans le chiffre d'affaires généré. Donc tu génères 1 million d'euros de transactions immobilières par an, de frais de transaction, donc ce qui est déjà pas mal, ce qui est même déjà bien. Ça vaut au maximum 250 000 euros. Tu génères 100 000 euros, donc 10 fois moins d'ARR sur la gestion locative, ça vaut 400 000. Donc voilà, c'est vraiment c'est la distinction, et c'est vrai que si vous avez un focus sur un sujet et que vous avez un business qui vous permet d'aller chercher ces sujets-là et que ça marche, je pense qu'il faut... C'est pas un problème au départ d'être sur plusieurs sujets parce qu'on sait pas exactement lequel va nous plaire et lequel va marcher. Mais quand on a le fameux product market fit. Ouais, il faut s'y tenir. Hein. Il faut avoir c'est tous ces termes, mais c'est aussi l'apprentissage avec le temps, mais le MVP, t'as un MVP, Minimum Viable Product, tu lances ton produit qui correspond, toi, par exemple, tu veux vendre une formation. Tu vends une formation, tu l'as pas forcément tournée, mais tu la vends déjà, et si tu sens que ce produit minimum qui te permet de commencer à commercialiser parce que t'as fait ta landing, t'as fait ta page d'atterrissage qui te permet d'avoir tes leads, enfin, les gens qui veulent être intéressés pour acheter, et du coup, tu les balances derrière sur ta formation, tu leur dis ok, elle va être produite. Là, tu as le produit minimum qui est construit au fur et à mesure que tu vends, et pendant ce temps-là, tu développes ton business pour avoir ces autres activités à côté. Et surtout, là, tu dis ok, à partir de quel moment tu fais une formation sur l'immobilier, une autre formation, je dis conneries, mais sur le e-commerce, ou tu lances une agence immo, etc. Moi, un peu ce que j'ai fait à un moment donné. Et puis il y en a un qui a un product market fit, un truc qui marche. Là, ce que nous on a fait, par exemple, j'ai remarqué que quand on avait switché le discours et qu'on était passé en disant maintenant on loue pas à des personnes physiques, mais on loue à des personnes morales, des entreprises, des organismes publics. Ça a changé. Ça a switch. D'un coup, j'ai vu que le product il fonctionnait, les gens étaient intéressés, il y avait quelque chose de différent, ça matchait, et du coup on a fait des chiffres vraiment cool, et donc ça permet vraiment de développer l'activité. Et donc voilà, je pense qu'il faut peut-être aller chercher plusieurs sujets en même temps, et puis un jour ça prend, et là tu dis ok, maintenant je mets l'énergie là-dessus, et il faut pas avoir peur de laisser les autres sujets à côté pour pouvoir avancer et développer cette activité. Non, c'est hyper intéressant, je te rejoins là-dessus, et tu fais bien d'en parler, donc merci pour ton retour d'expérience en tout cas là-dessus, et puis hâte de voir les résultats, les projections à venir là sur 2025. C'est marrant parce que merci, c'est gentil, mais c'est marrant parce que je me dis en 2021 c'est pas vieux, hein, ça a 3 ans, et on parlait que d'IMO, il y avait pas d'entrepreneuriat, et tu vois il y a quand même des choses qui ont été apprises. Maintenant limite on switch. Alors l'IMO ça restera toujours, mais c'est vrai que et l'IMO c'est très bien. Moi je suis très content d'investir, hein. Je suis investisseur dans l'âme, hein. J'adore négocier pour les investisseurs. Je te disais tout à l'heure, je crois que c'était tous les deux quand on discutait, je te disais mais en ce moment on fait plein d'offres, on casse les prix, moins 30, moins 40, moins 50 000 sur des opérations, et pas forcément des grosses opérations. Et du coup, moi, ça me fait kiffer. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, il y a une largesse de production de revenus qui est différente, et il y a plein de choses à prendre en considération qu'on a moins. En immobilier, c'est assez binaire, quoi. T'achètes ton bien, et puis c'est différent parce que du coup, c'est pas autant corrélé par rapport à la valeur que tu apportes sur ton marché. C'est-à-dire que très bien, tu as fait une opération, tu as un locataire ou 2 locataires, ou tu fais de la coloc, tu as plusieurs revenus, etc. Ok, mais du coup, après, ça reste figé, tu vois. Tu peux l'optimiser en passant d'un locataire simple à une coloc, par exemple. Tu l'optimises, c'est très bien. Mais après, ça reste comme ça. Il faut que tu aies un autre projet immobilier pour avoir d'autres revenus locatifs. Alors que dans l'entrepreneuriat, finalement, tu peux gérer un bien d'un client, puis ensuite tu peux en gérer un deuxième d'un autre client, etc. Et donc tu peux développer. Et puis c'est vrai que les revenus sont quand même beaucoup plus conséquents aussi. Oui. Ça n'a rien à voir en fait. Alors ils sont plus conséquents dans le sens où la machine va plus vite. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que nous on a fait un peu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a investi dans l'immobilier et ensuite on a commencé à entreprendre. Alors que le chemin le plus logique, alors après, pour faire une activité comme la nôtre, c'est bien d'avoir investi parce que ça permet d'avoir de la preuve et d'avoir appris aussi avant. Mais un scénario classique, c'est plutôt d'entreprendre, d'avoir une boîte largement excédentaire
et ensuite réinvestir. je viens de voir un gros poustillon là qui vient de sauter. Je sais pas si tu l'as vu. Ça me rappelle la conférence qu'on avait donnée tous les deux à Angers. Tu sais quand non, j'avais même pas vu. Ouais, voilà, c'est marrant. Ça me fait sacrée conférence. Ça me fait penser à ça. On a donné une conférence ensemble. Un de nos souvenirs. Un de nos beaux souvenirs qu'on avait eu sur scène, effectivement. Merci Benjamin, parce que c'est lui qui nous avait offert ça. Tu vois, je te parlais en entrepreneuriat, mais même dans la vie, je trouve en général, tu as des gens qui t'amènent à différentes étapes à un moment donné. Bon, la vie fait qu'aujourd'hui, on parle moins avec Benjamin, mais Benjamin a joué un rôle, je pense. Moi, il m'a beaucoup aidé sur plein de choses, et notamment sur cette intervention à Angers. Là, c'était pas de l'aide, c'est juste que c'était un moment particulièrement sympa qui nous a donné de la visibilité. D'ailleurs, au passage, il nous a donné l'occasion de partager notre parcours aussi sur scène. Il a fait confiance à des copains à ce moment-là, et c'est vrai que c'était tout à son honneur parce qu'il n'était pas obligé de nous faire intervenir. Et ça, pour le coup, c'était très sympa. Ouais, non, complètement. Benjamin, si tu regardes cette vidéo... Peu probable le connaissant, mais... Juste là, ça fait un petit moment qu'on tourne, donc il faudrait qu'il écoute toute la vidéo, quoi. Donc s'il nous envoie un message, on sait qu'il aura écouté toute la vidéo. Alors, c'est top qu'on ait parlé du focus, justement. C'est un sujet sur lequel je voulais revenir. Et puis le dernier point, avant qu'on mette fin à cette interview, pleine de valeur en tout cas. Déjà ? Merci à toi. On a le temps, non ? Alors, c'est bizarre parce que là, le 38 qu'on voit, ça fait pas 38 minutes qu'on tourne. Ah, ok. Donc je sais pas ce que c'est en fait. Ok. Je te coupe pas alors. On est déjà à la fin. Ouais. Parce que ça fait beaucoup plus. Non, ça fait à peu près 50 minutes. Ah, ok. Donc une belle vidéo, en tout cas pleine de valeur. Et justement, si tu le souhaites, le dernier sujet que je voulais évoquer, c'est le fameux terrain. Le fameux terrain de Pontivy. Bien sûr. Donc justement, on parlait du focus. Bon, là, c'est vrai que c'était une période où tu étais très focus immobilier, achat immobilier. Donc, encore aujourd'hui, c'est juste que je le fais pas forcément pour moi, mais tu sais, cette année, je sais pas combien on a fait investir, mais c'est plusieurs millions d'euros qu'on a fait investir à nos investisseurs. Mais là, je veux dire de projets que toi, tu avais en perso. Ouais. Et donc, c'est vrai que là, c'était une opération et pas des moindres. Parce que c'était quand même, tu t'es mis dans une opération très intéressante quand même, parce que ça t'a permis d'apprendre énormément de choses. Tout à fait. Et c'était une énorme opération marketing. Ouais, aussi. Aussi. Donc finalement, ça a été quand même pas mal rentabilisé. Ça va. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur le projet pour les personnes qui ne savent pas? Parce que pour les personnes qui... Alors, c'est vrai que moi, j'ai des amis même, parce que ça fait... Un an, 2 ans maintenant, je crois que l'opération a été faite quand on avait fait le fameux cochon grillé sur le terrain. Oui, ça devait être 2000, je sais pas, 2023, 2022, je sais pas. Et je sais qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis et que t'as toujours, entre guillemets, le terrain là que t'es en train de revendre. Alors, j'ai toujours en théorie, parce qu'en réalité, maintenant, il est sous compromis. Donc, il est à vendre à Nexity. C'est Nexity qui se positionne sur le rachat de l'opération. Parce que j'ai des amis justement qui me posent la question. Ils me disent, mais du coup, il en est où avec le terrain, comment ça se passe, etc. Ah bah alors si tu peux nous expliquer un petit peu alors, du début à la fin, en fait, comment ça s'est passé, comment tu l'as trouvé aussi, parce que c'est un terrain que tu as acheté vraiment à un prix défiant toute concurrence. Alors, le terrain, je l'ai acheté je crois que c'était en 2021. Je suis plus sûr sur les dates, mais alors j'ai dû faire l'offre en 2021. On était ensemble ce jour-là. On faisait un poker. Je crois. T'étais là? Ah non. T'étais pas là? Parce que moi, je fais pas de poker. On faisait un poker chez David et Sarah, qui sont des gens qu'on a rencontrés notamment par l'intermédiaire de Benjamin. Et donc, David proposait des opérations immobilières et parce qu'il travaillait dans un office notarial. Et moi, à ce moment-là, je venais de revendre la maison. Donc la maison qu'on a vue ensemble, celle qu'on a visitée sur la précédente vidéo, vous pouvez regarder si vous voulez sur internet. Donc je venais de revendre cette maison, donc on a fait 83 000 euros de marge sur cette maison, marge brute. Donc moi j'avais gagné de l'argent, puis j'avais fait aussi d'autres opérations immobilières qui m'avaient permis de gagner de l'argent. Et donc je m'étais dit la construction de la maison de Surzur, ça a été assez simple en réalité, ça a juste été long. Je me suis dit si ça marche une fois, je vais juste le faire sur plus de terrain. Je vais le dupliquer. Et donc ça c'est la théorie.
Et puis après, il y a la pratique. et donc moi, j'ai là le hasard. Alors le hasard, oui et non, puisque j'étais en recherche. Mais du coup, l'opportunité s'est présentée. Et donc, il y avait un terrain à vendre. Alors je crois, je sais plus les chiffres, mais c'était à vendre plus cher que l'offre que j'ai fait. Au moins 3 fois plus cher. Pour moi, c'était au moins 180 000. Mais je pense que c'était peut-être même plus cher. Je sais plus. Et du coup, j'en parlais avec David. Au départ, je voulais faire une offre à 100 000. Puis après, on a négocié. Tu peux rappeler juste la surface? Ouais, il fait terrain. 19 202 mètres carrés. Donc il est grand, hein. T'es allé sur place, il est vraiment grand. On avait fait un cochon grillé justement. Ouais, exactement. Mais d'ailleurs, si vous allez dans les stories et tout, je sais pas, peut-être story à la une, je crois que je dois en avoir sur mon compte. Vous pouvez peut-être en trouver. Et donc du coup, j'achète ce terrain. Je finis par l'acheter en il était en liquidation judiciaire. Le propriétaire, donc, était un aménageur. Donc aménageur, lotisseur, c'est pareil. Aménageur, c'est un peu le terme professionnel pour lotisseur. Et donc l'aménageur qui était France Terre, qui existe toujours, je crois, mais plus sur la branche ouest. Ils avaient arrêté la branche ouest parce qu'ils avaient fait faillite sur cette partie-là. Et donc ils revendaient le terrain et moi je me suis positionné. J'ai fait un permis d'aménager complet. Donc un permis d'aménager sur une surface comme ça vaut 55 000 euros. Donc ça fait... Moi, au total, j'ai sorti, tu vois, le projet, j'ai fait une offre à 66 000. Avec les frais de notaire et les frais de David, on devait être... De mémoire, hein, je crois qu'on était à 78 000 euros, tout compris. 76 ou 78, je sais plus. Ce qui est rien pour... Ce qui est pas cher pour le prix. Alors, ce qui est pas cher, pour oui. La surface. En réalité, c'est le prix... à l'époque, c'était pas cher. Aujourd'hui, c'est un peu le prix parce qu'en fait, il y a eu des évolutions de marché tellement importantes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand je l'ai acheté, les taux, ils étaient à 1% en 2021. L'immobilier allait pour le mieux. Enfin, il faut se remettre dans le contexte. 2021, on sortait du Covid. C'était grosse demande sur de la maison individuelle. Il y avait énormément de demandes sur ce projet-là, donc ça faisait sens, voilà. Et personne. Et d'ailleurs, Nexity a revendu une branche de leur entreprise qu'ils ont revendu. Pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 600 millions d'euros pour récupérer des capitaux parce qu'ils étaient en difficulté financière. Il y a plein de promoteurs qui mettent la clé sous la porte, des aménageurs aussi, des marchands de biens qui sont en galère. La période immobilière dans laquelle on est aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que sur le moment, c'était pas forcément un mauvais choix. Même encore aujourd'hui, c'est pas un mauvais choix. Il y a une évolution de marché que probablement certaines personnes ont anticipé. Moi, j'ai pas vu venir. On n'a jamais vu une augmentation des taux aussi rapide, passer de 1% à 4% en quasiment un an. Des prix de la construction qui ont doublé. On était à 1 000 euros du mètre carré sur certaines stratégies. Finalement, aujourd'hui, on est à 1 800, 2 000. Et en l'espace d'un an. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une opération comme ça, une opération d'aménagement, eh bien, il y a des délais incompressibles qui sont d'une longueur pas possible. Permis d'aménager, ça prend du temps. Il fallait que je trouve le bon géomètre. Il fallait aussi évidemment sortir l'argent. Enfin, j'ai eu plein d'apprentissages sur ce projet-là. Vous avez votre permis d'aménager qui est accepté, mais finalement, il y a plein d'enjeux qui rentrent. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est tellement un projet, non pas par le prix, parce que les montants financiers sont pas énormes, mais par l'envergure du projet, c'est tellement important que quand vous vendez ce projet-là, finalement, la mairie rentre dans l'équation. C'est-à-dire que j'ai reçu une offre de Nexity qui était de l'ordre de, pour le rachat, je peux le dire, de l'ordre de 200 000 euros ou un peu plus, je crois, mais sous condition que la mairie accepte un certain coefficient de logements sociaux. Et en fait, ils ont réajusté l'offre. Et aujourd'hui, on a une double offre selon l'acceptation de la mairie, parce qu'on n'a pas eu d'acceptation définitive. Soit ils n'acceptent pas d'avoir des logements sociaux, soit ils acceptent d'avoir une certaine proportion. Et donc, en fonction de ça, l'offre évoluera. Mais dans cette opération, en gros, pour être transparent, soit je perds un peu d'argent, c'est-à-dire l'équivalent de 20 000 euros, soit j'en gagne 20 000, selon si la mairie dira oui ou non, puisque du coup les deux offres précédentes, celle à plus de 200 000 et celle à 180 000, ont été rejetées parce que la mairie n'a pas accepté le nombre de logements sociaux. Mais l'opération devait être une grosse opération. Oui, parce que de base, la stratégie n'était pas du tout la même. Non, de base, moi je voulais faire construire pour revendre. Ouais. Moi, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire la même chose qu'Assurzur, sauf que je voulais en faire plus. Ça partait sur le bon pied. Enfin, c'était. Parce qu'il y avait quoi ? Il y avait une vingtaine de lots, non ? Tu voulais, 28 lots au départ. 28 lots. Ensuite, on a redessiné. On a été à 31 lots, dont un macro lot avec 5 logements minimum. Donc, de mémoire, on était plus à 36 lots. Et là, Nexity veulent faire, pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 70 lots et c'est monté sur une proposition jusqu'à 100 lots. Si la mairie avait accepté, ils voulaient faire 75 logements sociaux, je crois, à un moment donné. D'accord.
Mais finalement, la mairie a refusé. Donc, mais en fait, il y a des décisions politiques derrière parce que le terrain est important. Donc, il y a des choses malheureusement qu'on ne maîtrise pas. Et c'est très frustrant parce que il y a une demande de logement extrêmement importante, de logements sociaux. Sur la ville de Pontivy, il y a 666 demandes de logements sociaux en attente. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Et derrière, on a une proposition d'un acteur majeur au niveau national, Next City, qui propose de reprendre l'opération. Un vendeur, moi en l'occurrence, qui est d'accord pour revendre l'opération sur le prix. Donc, tu as un accord sur le deal, tu as un besoin en face. Mais la mairie n'accepte pas. Donc voilà, je ne jette pas la pierre à la mairie. Je suis encore en négociation avec eux. Mais voilà, en tout cas, ils ont été très sympas, ils nous ont reçus, etc. Mais c'est vrai que c'est frustrant parce que il y a aussi un autre point, c'est que aujourd'hui, légalement, les communes ont un coefficient de logements sociaux à respecter. Sinon, ils ont des amendes. Et en l'occurrence, la ville de Pontivy est en dessous, en tout cas aux dernières nouvelles, est en dessous des besoins. À moins de logements que le besoin nécessaire. Donc techniquement, ils sont sujets à amende et donc ils auraient tout intérêt à faire construire des logements sociaux, mais ils le font pas. Donc c'est très frustrant, c'est dur parce que du coup moi, au lieu de faire une plus-value, moi à une époque je pensais que j'allais gagner, tu te souviens, moi je pensais que j'allais faire une marge autour des 1 million d'euros. Ouais, je me rappelle, on parlait des chiffres. La réalité, c'est vrai que les projections, elles étaient quand même. La réalité aujourd'hui est tout autre. Et puis surtout, et justement, c'est bien qu'on en parle aussi parce qu'on parle souvent des réussites des projets, de comment ça avance, etc. Et pas assez des échecs, entre guillemets. Bon, là, je pense que c'est vrai que toi, en termes de rentabilité, pour le temps que ça t'a coûté, parce que ça t'a coûté quand même énormément de temps, là, ça fait 3 ans à peu près. Ouais. 3 ans, en plus de ça, les capitaux bloqués sur l'opération. Ouais, c'est ça. Et puis même, je me rappelle, tu me parlais des différents frais pour les voiries, tout ça. Enfin, c'était des factures qui étaient quand même assez exorbitantes. Ouais. Tout en sachant qu'il n'y avait pas de revenus locatifs derrière. Enfin, il n'y avait pas de rentrée, il n'y avait pas de recettes. Donc c'est vrai que oui, en termes de rentabilité. C'est un apprentissage. C'est ce que j'allais dire aussi. C'est un apprentissage. Je pense que ça fait partie de la vie. Ça me permet de réfléchir maintenant peut-être un peu plus au lieu de me lancer sur des opérations et d'aller vite. Enfin, ça m'empêche pas d'aller vite, mais ça me permet de réfléchir différemment. Après, voilà, il faut accepter de prendre des risques. Je les ai pris. A priori, je vais m'en sortir pas si mal. Ça a été pas simple financièrement pendant un temps donné. C'est frustrant aussi. C'est dur parce que quand tu annonces sur les réseaux sociaux que tu vas faire une opération, que c'est une belle opération, que tu fais des vidéos YouTube où tu expliques combien tu vas gagner, etc. et que finalement tu fais pas les chiffres, c'est difficile. Mais voilà, j'espère que tout va aller dans le bon sens. Si j'ai une offre à 140 000 euros, je vais prendre 140 000 euros pour moi parce que j'ai pas de crédit dessus vu que je les ai financés de moi-même. Ça me permettra de sortir l'opération. Il y a d'autres opérations où j'ai pris du cash aussi en revendant des biens immobiliers. On a une structure aujourd'hui qui a une valeur qui est très bonne pour un lancement de première année. Je pense qu'on va réussir à la faire croître de manière assez importante. Enfin, en tout cas, j'espère, on va se donner les moyens pour. Donc voilà, je suis bien entouré. Je suis content de ce que je fais actuellement. Je suis pas mal heureux. Et ça a été une bonne publicité. Et je pense que j'ai pu me faire connaître par ce sujet-là. Et dans l'esprit de beaucoup de personnes, en tout cas de notre écosystème, c'est quelque chose d'assez couillu et d'audacieux. Et j'ai pas lâché l'opération. Et je pense que ça servira quand des gens me rencontreront. Et t'as eu le mérite de le faire aussi. Et d'essayer en tout cas. Et surtout à ton âge en plus. D'essayer sans avoir d'aménageur dans ma famille, sans avoir de promoteur, en essayant de me renseigner, parce que c'est la guerre, hein. C'est la réalité, c'est que c'est la guerre dans ce milieu-là. Mais voilà, forcément c'est un peu décevant. J'aurais bien aimé arriver au bout de cette opération et la sortir, mais j'aurais tout fait pour. Mais t'en as tiré des belles leçons aussi, je pense. Et j'en ai tiré des belles leçons. Ce qui va permettre de rentabiliser aussi les futures opérations. Exactement. Tu ne feras pas les mêmes erreurs entre guillemets, ou du moins tu t'iras peut-être pas sur des projets aussi volumineux peut-être ou avec des projets. Je pense, mais je le ferai différemment et je prendrai notamment sur l'offre. Tu vois, une offre par exemple, là on est sous compromis avec Next City, ils me font une offre qui dure entre 9 et 17 mois. Moi j'ai acheté cash comme ça sans poser de questions, tu vois. Donc en fait c'est ce genre de choses qui font que peut-être prendre plus de temps aussi il faut de réflexion quoi. Ouais, il faut essayer d'être plus réfléchi quand tu te positionnes sur des montants comme ça, sur des projets comme ça, sur des surfaces de projets comme celle-là. Donc voilà, c'est un apprentissage et là où je suis content en tout cas, c'est que ça a été une belle communication marketing.
Je pense que ça m'a permis plein de choses, notamment on parlait de la conférence avec Benjamin, je pense qu'avoir fait le terrain, ça permettait de m'entendre avant des jeunes. Nous, ça nous a permis de faire des événements comme le Cochon Grillé où tu as rencontré Romain qui vient sur ton podcast. Voilà, ça a permis de faire des... Tu vois, cette année, j'ai été invité par 66 minutes et un jour un doc pour faire une télé. Un jour un doc, finalement, ça s'est pas fait parce que ce qu'ils me proposaient, ça convenait pas. Ils voulaient que je dise en gros que j'étais rentier et que je vivais ma vie de rentier. C'est pas vrai, aujourd'hui, j'ai une entreprise et ça me va très bien de dire que je travaille dans cette entreprise. Donc moi, je voulais pas. Et 66 minutes, on a décidé de pas y aller non plus. Attends, c'était 66 minutes ou Capital, 66... crois, non, Capital, c'était avec les gars. 66, C'était 66 minutes. Donc ça s'est pas fait, mais parce que à une époque, on a fait un buzz, parce que l'article, il avait quand même bien buzzé je me rappelle. sur les réseaux, sur le terrain. Bah, ça m'a permis d'avoir ce réseau-là, de rencontrer des gens et d'avancer. Donc, je pense que tant qu'une opération ne te tue pas, dans le sens moral et le fait de t'arrêter, faut pas hésiter à continuer. Et c'est un apprentissage et il faut essayer de le prendre correctement. Ok, bah écoute, je pense que c'était le mot de la fin. J'ai une dernière petite question pour toi. Vas-y. Avant qu'on coupe, argent et bonheur pour toi. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est compatible ? Est-ce que l'un ne va pas sans l'autre ? Quel est ton avis sur le sujet, même si je pense avoir une réponse déjà. Argent et bonheur. Je pense qu'on a la même perception des choses, mais est-ce que pour toi l'argent fait le bonheur ? Ouais, je pense que... Enfin, j'ai pas envie de répondre la phrase un peu bateau, non, mais ça y contribue fortement. J'ai envie de dire, pardon du terme, mais allez vous faire enculer. Enfin, non mais pardon, c'est pas méchant, mais bien sûr que l'argent fait le bonheur. Après, en fait, c'est dur à aller chercher. C'est très dur parce qu'il faut beaucoup travailler. Tu prends des risques, t'es stressé. Moi, je grince des dents la nuit. Enfin voilà, il y a plein. Enfin voilà, il faut accepter de passer par beaucoup de choses. Mais enfin, moi, j'ai jamais vu quelqu'un en général, en plus, quand on a de l'argent qui tombe. Si c'est par le fait du travail, c'est qu'on a une forme d'épanouissement dans ce qu'on fait, il y a une forme de réussite, c'est aussi une consécration sur une activité. Donc oui, je pense que l'argent fait le bonheur. Par contre, je pense qu'on peut être très heureux sans argent. Souvent on dit oui, t'as de l'argent et du coup est-ce que tu préfères être malheureux et avoir de l'argent ou comme si on devait choisir. Voilà, moi je pense que l'argent fait clairement le bonheur. Quand t'es très riche, il y a une probabilité très importante que tu sois très heureux parce que ça te facilite beaucoup de choses et tu peux faire des choix, etc. T'as une forme de liberté. Maintenant, enfin riche ou pas riche, mais quand t'as tu vois la liberté géographique, temporelle, etc. par rapport à des moyens financiers, c'est quand même très confortable. Maintenant, tu vois, quand j'avais 18 ans et que j'allais en Angleterre et que je dormais sous une tente, bah j'étais aussi heureux, j'étais content et c'était une vie différente. Mais voilà, je pense que tu peux être très heureux sans argent, mais je pense que ça contribue fortement à te rendre potentiellement encore plus heureux. Parce que quand j'avais 18 ans, si j'avais eu plus d'argent, j'aurais eu une expérience juste différente, mais qui aurait été peut-être encore plus confortable. Je serais allé chez EF et j'en aurais parlé. Claqué dans des choses. Et j'aurais kiffé. Enfin, tu vois, ce midi, on mange au restaurant, c'est agréable. On vient tourner un podcast ici, c'est sympa. On peut bouger. Tu bouges en train, tu fais le tour de la France, tu bouges en avion, tu fais le tour du monde. Il y a tellement de choses à voir partout dans le monde, etc. Sans argent, enfin, je veux dire, si tu dois aller en Indonésie pour visiter et que tu dois y aller à pied parce que t'as pas d'argent, alors certes, le voyage, il doit être sympa, hein. Mais du coup, t'as intérêt de réfléchir à deux fois avant d'y aller, parce qu'à mon avis, t'en as pour 2 ans de marche. Hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Non, mais complètement. Mais on a le même avis sur le sujet. Et puis de toute façon, c'est ce que je disais avec Romain la dernière fois. Je lui posais la même question et en fait, c'est quelque chose qui fait partie de l'équation, en fait. Donc, en fait, aujourd'hui, argent ou pas argent, en réalité, on s'en fiche un petit peu. C'est juste que vois, si l'écosystème, il fonctionne comme ça. Mais c'est ça. L'écosystème, il fonctionne comme ça. Donc, si t'as pas d'argent, les règles du jeu et justement faire en sorte d'être heureux aussi. Et peut-être que demain, c'est le but. Peut-être que demain, ça sera autre chose. Mais aujourd'hui, toute la société fonctionne comme ça. Tu veux bien manger, tu payes. Tu veux dormir quelque part. Enfin, et en plus, ce qui est terrible, c'est que, et ça, pour le coup, c'est une phrase un peu toute faite, mais qui est utilisée tout le temps, c'est que les gens qui disent ça, la plupart du temps, c'est des gens qui sont frustrés dans leur situation et qui travaillent toute la semaine pour avoir de l'argent, parce qu'ils en ont besoin pour vivre. Et donc, en réalité, ils échangent ce qu'ils ont de plus, qui est la valeur la plus importante, mais ils s'en rendent peut-être pas compte. Leur temps. Qui comment dirais-je, qui défile toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, et pour autant ils y passent un temps infini dans leur travail sans être pour autant heureux
parce que ça leur permet d'avoir de l'argent et ils ont besoin de cet argent pour vivre. Et tu vois, je le disais tout à l'heure, est-ce que l'argent le plus heureux, testez, investissez en immobilier, faites un différé bancaire et passez de 2 000 € par mois à 3 000 € et puis on en reparle, quoi. Enfin, je veux dire, ça change le quotidien, surtout sur des montants comme ça. Quand tu passes de 1 500 € par mois à 3 000 € par mois, ton quotidien, c'est pas le même. Hein. Ouais, complètement. C'est pas le même. Complètement. Donc, non, moi, j'ai un peu du mal avec ceux qui disent que ça rend pas heureux. J'ai une phrase pour terminer là-dessus, c'est est-ce que tu as déjà vu quelqu'un pleurer sur un jet ski? Enfin, c'est la vérité. C'est évidemment. Après, peut-être qu'il y a un moment donné, les sacrifices que demande une certaine rémunération sont pas acceptables pour tout le monde. Il y a un niveau de stress, etc., où des fois, arriver à un certain montant, peut-être des fois à garder son... Après, ça dépend des montants, hein, parce que... Et ça dépend des gens, surtout. Ouais. Ça dépend des gens. Je pense qu'il y a une acceptation sur le stress, le risque, etc., l'activité que tu mènes, où tu te dis, OK, je préfère avoir 3 000 € par mois et rester comme ça et être tranquille, que... D'ailleurs, des fois, vaut peut-être mieux être cadre chez EDF et gagner 3 000 balles par mois et être tranquille dans son quotidien, parce que j'imagine que c'est un taf... je vais dire cadre à l'URSSAF, puisque mon père l'est, donc je peux confirmer que c'est tranquille. Cadre à l'URSSAF et gagner correctement sa vie et être tranquille. Des fois, il est peut-être plus heureux que beaucoup de personnes qui entreprennent, qui sont passionnées par leur métier, mais qui galèrent. Parce que la réalité de l'entrepreneuriat, c'est que c'est très dur. C'est très dur. Ouais, complètement. Écoute, ce sera le mot de la fin. Merci Geoffroy de m'avoir reçu, ça m'a fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Et puis là, j'étais pas très loin de Paris, donc... ça nous a permis de faire un bel épisode avec beaucoup de valeur. Merci pour tous tes cas concrets. Merci pour tous les chiffres. Et puis l'expérience que tu as pu en tirer de par les différentes, les différentes choses que tu as mis en place. Même si... Bon, c'est l'heure de conclure. Je crois qu'on a la sonnerie. Il faut y aller. Je pense que c'est bon. En tout cas, merci à toi. Et ça fera un bel épisode en tout cas. Et puis pour les personnes qui souhaitent... qui découvre Amaury et qui souhaite un petit peu découvrir son milieu et tout ce qu'il fait, etc., je vous mettrai les différents liens. Ok, j'espère que tu as une bonne IA pour supprimer le son derrière. Merci, à bientôt. Je sais pas pourquoi il y a une alarme en plus. Merci à vous en tout cas d'avoir écouté cet épisode et puis je vous dis à très vite. Merci à toi Amaury. Salut. Et on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année parce que là, on est le 23, donc je pense que ce sera plus le cas quand vous regarderez l'épisode. À minima une bonne année 2025. Salut à tous, ciao. Salut.